Donc le projet, quel est quadrillien, pour soit représentatif, je fais le premier et le dernier. Donc, le premier en date et le dernier, avec un petit effet de contexte pour comprendre. Donc le premier projet, avant franchement, alors au-delà de l'expérience en agence, en nom propre, il y a une ou deux petites vérandas, pas particuliers, pas d'un donc salle des fêtes. Voilà, salle des fêtes astucieuse, c'est dans les terres froides. C'est dans les terres froides. Donc c'est le premier, sa première commande, c'est le premier bâtiment livré en échelle de temps sur 13-14 ans. C'est le premier là, ça va être à 16 bâtiments livrés. On se maille. Après un bâtiment livré par an. Donc les éléments de contexte du projet en lui-même, c'est une salle des fêtes de campagne. Objet très classique des collectivités. Pareil, c'est un programme qui a de plus en plus en vogue. Probablement puisqu'il y en avait beaucoup, mais qui étaient soit des petits bâtiments d'opportunité très âgés, soit pas mal de préfats. Grosse vague de salles des fêtes. Voilà, la bonne salle des fêtes de campagne. Qui je rejoins ce qui était dit par ma sœur. Dans ces collectivités-là, c'est vrai que les élus, ils sont très proches des particuliers, parce que ce n'est pas des élus professionnels. Donc ils en travaillent à côté, ça prend beaucoup de temps. Après, peut-être la différence d'arbitrage avec la même personne en tant qu'élu de commune et particulier qui commande une maison, c'est qu'il est quand même habitué au protocole démocratique de sa collectivité. Donc il se soumet au débat de ses co-élus. Donc ça peut être la même personne, mais qui n'interagit pas dans le même cas. Ça c'est tout le monde. Donc France, voilà, salle des fêtes, donc chanson d'Orelsan, c'est la France dans la chenille, c'est ça le programme. Donc c'est salle des fêtes, c'est l'anniversaire de la mémé, les 20 ans de la jeune, la bolotte, les événements du lobby sur ce cas-là. Donc c'est plutôt des programmes qui sont hyper intéressants. Ceux qui croient à l'atavisme, peut-être. En gros, vous venez de la campagne et vous vous finissez par faire des salles de fête en campagne. Il y en a qui enchaînent les musées, les collections d'art privés. Voilà, peut-être qu'il y a une forme d'atavisme. Peut-être que dans l'accès à la commande, malgré tout, l'atavisme joue un peu sur la façon que vous allez comprendre quelque chose et y répondre, surtout quand vous n'avez pas les références. Donc c'est voilà, ces programmes-là qui sont plutôt très drôles à faire. Donc le contexte de commande pour vous, donc MAPA, donc marché à procédure adaptée à 2 tours. Donc vous êtes en train d'apprendre ça. Quand on est en MAPA, il n'y a pas de concours, on ne dessine rien puisqu'on est sélectionné à rien du tout. À 2 tours, ça veut dire que lors des MAPA à 1 tour, donc MAPA à 1 tour, vous l'avez peut-être vu, donnez vos rêves, faites un mémoire technique, vous dites que vous avez tous compris, vous êtes les meilleurs, vous mettez des honoraires. Vous êtes le moins cher, vous avez gagné. Voilà comment ça marche les MAPA à 1 tour. Il faut être clair, actuellement, avec le prix au premier tour, le moins cher, oh là, comme il est loin de nous. Donc nous, par exemple, on ne fait pas de MAPA à 1 tour. MAPA à 2 tours, il y a une présélection de candidats, et après, entre 3 et 5, là, ça dépend. Là, vous remettez le mémoire technique, et vous remettez vos honoraires. On peut tabler que sur ces phases-là, l'arrivisme économique des architectes se calme, et que les honoraires sont plus maîtrisés. Donc, peut-être que là, la MAPA, quand même, s'active dans sa plénitude sur le MAPA à 2 tours, puisque voilà, vous présentez votre équipe, vous avez compris les enjeux, votre principe d'organisation et vos propositions financières, sur les cadres de la MAPA. Donc ça, c'est gagnable pour une équipe. Le maire de la commune à l'époque, on rejoint un petit peu ce qui était dit sur, par exemple, a priori des élus de la collectivité lyonnaise, des élus verts. Il avait un peu lu le code des marchés publics, il avait un peu essayé de se mettre dans le game, et il s'était dit on va essayer de prendre un garde de l'État, enfin une agence expérimentée, un petit jeu de mots et un peu de cœur. J'ai un peu fait ça, pour varier. Et donc il le faisait sincèrement. Je pense que c'est des jurys, il y en a plein. On
on entend des choses sur des choses, comme on dit, des choses qui peuvent clipper. En vrai, c'est pas vraiment clipper, c'est vraiment ça, mais des fois c'est un peu anglais, des fois c'est un peu orienté, des fois il y a des mecs qui sont bien embuscades et tout. Et en même temps, il y a plein de collectivités qui juste cherchent quelqu'un. Voilà. Là, c'était le cas. Moi, il me semble que dans ces cas-là, finalement, tout le monde a sa chance, à peu près, plus ou moins. Donc, chacun joue sa carte, c'est fait comme ça. Finit par gagner le premier. Donc, la stratégie de conception du projet, le premier, donc simplement des jeux de référence croisés, c'est un territoire, ça s'appelle des terres froides en Dauphiné, donc il y a beaucoup d'architecture en pisé. Un territoire, donc il y a la question de cette matérialité. Il y avait la question d'une architecture un peu malicieuse, toujours un truc un peu porté. Le projet il est quand même très tactique. Je pense que l'approche développée est tout en tactique dans les projets. C'est mon avis. Parce que malgré tout, on peut avoir plein d'intentions, plein de qualités. Sans tactique, c'est assez compliqué d'amener les projets au bout. Comme dirait Bourdieu, mais c'est pas tout. Et c'est de comprendre comment tactiquement on met un projet en place dans le temps pour qu'il marche et pour qu'il résiste, c'est vrai, à toutes les aléas d'un projet. Donc les projets sont très tactiques de ce point de vue. Ça c'est clair. Il faut aussi noter que dans les mapas, pour vous, c'est quand même le grand n'importe quoi, donc comment. Puisqu'en gros, vous êtes engagé, ils ne savent pas du tout ce que vous allez faire. C'est quand même extraordinaire. Je viens de salle des fêtes, quand vous avez signé le contrat, ça va bien qu'elle ressemble. Donc ça, c'est un truc qui est particulier dans la MAPA, c'est que, à part ceux qui trichent, il y a des projets dans la MAPA. Vous démarrez, vous avez choisi, et vous démarrez la conception avec le maître d'ouvrage. Le concours, c'est exactement pareil, vous allez développer un process, vous le mettez au jugement du maître d'ouvrage, il va, on va dire, apprécier, il va vouloir l'amender un peu. La MAPA, ça se développe quand même beaucoup avec le maître d'ouvrage, donc ça c'est assez intéressant. Sur la co-construction des choses. Quoi. Donc le projet, c'est un petit projet, donc il y avait une ancienne salle des fêtes, assez classique, c'était des bâtiments très courts en France. C'était des préfabriqués qui venaient d'EDF et puis en deuxième cycle de vie, ils les donnaient à des communes. Ils avaient récupéré des préfats d'EDF pour faire une salle des fêtes, donc complètement hors d'âge, obsolète, avec un peu d'amiante, donc cas assez classique. Malgré tout, alors c'est pas Clermont-Ferrand, mais c'est vraiment un point de l'Ovalie, au cœur de l'Isère, dans les terres. Donc ils sont très rugby, quoi, parce qu'il a donné naissance à un hobby. Donc un terrain de rugby, très important, avec le petit vestiaire qu'il faut garder absolument pendant tout le projet, tout le chantier, puisque en gros, ni les moyens, ni l'envie, ni la possibilité de dire on n'a plus de vestiaire. Donc ça conditionne quand même le projet, c'est qu'il faut à la fois garder les vestiaires et le sein de sa défaite pour créer des vestiaires. Donc après, c'est juste un projet qui manipule des archétypes très simples. Il y a deux volumes, donc il y a un volume pour la salle des fêtes, un volume pour le vestiaire, qui sont un peu contraintes de tourner autour du vestiaire existant. Donc petit chantier ainsi contraint. Il y a un volume qui va discuter avec le parvis, qui sont de l'accueil, et un volume qui va être face au petit terrain. Donc là, c'est une manipulation d'archétypes, de la grange, ou la forme très archétypale du toiture à deux pans, qui est un peu manipulée. En fait, elle est déformée sur un de ses pignons, pour avoir en fait un pignon contemporain et un pignon classique. Un système de gabarits en fait, qui sont assemblés en thème, qui se répètent pour fabriquer en fait un projet très domestique dans son usage. Un des écueils, il y en a beaucoup à l'époque, il y en a toujours pas mal. Il y a pas mal de petites salles des fêtes comme ça de campagne, on dirait des mini-zéniths. Ils sont posés dans la pampa. En fait, c'est une espèce de gros équipement réduit à 0,15. Et ça n'a pas trop de sens, c'est jamais qu'un espace un peu à foyer rural, on vient danser la chenille et voir la soupe à venir. Donc il y a une idée comme ça très domestique à tenir, on passe une espèce de zénith un peu bizarre, un zénith en trespas. Et après, il y a des petites inclusions, voilà, les vestiaires, les tribunes, regardez le rugby. Voilà, c'est les dimensions, on va dire, ludiques et poétiques. C'est une salle des fêtes,
Qu'est-ce qu'est le bidel la nuit? Parce que c'est quand même des équipements qui sont très utilisés la nuit, quoi. Donc il y a des schémas sur les bétons perforés qui sont vraiment simplement un hommage à Rudy Ricciotti que moi je vénère. Pardon. On va le voir après. C'est un petit projet qui s'est mis comme ça. Donc le premier projet, réussir l'expérience, faut bien construire la bête. On était un peu tout seul, on passe plutôt bien. C'est plutôt très bien. Et sur la question effectivement des références, ce qui était marrant à l'époque, effectivement je pense qu'il y a quelque chose quand même de divin dans la question de la fabrication, dans le sens, bon ça c'est la phrase de Ricciotti, son simple, qui dit l'architecture c'est pas plus que la fabrication du réel. Je suis très d'accord avec ça, je trouve ça très simple. Il faut fabriquer le réel avec tout le délire que ça peut entraîner. Il faut le faire, il faut que ça soit bien fait. Les erreurs, c'est sous les yeux, puis c'est 45 ans au minimum. Donc il y a ce côté un peu comme ça, un peu étrange, impressionnant, angoissant de fabriquer le réel. Donc pour vous, les anecdotes comme ça du début sont très bien sur les projets. Donc il faut construire la bête et en même temps, il ne faut pas avoir peur de demander. Et donc ce qui est marrant, je pense qu'il dit beaucoup de choses de la profession, de mon point de vue. Voilà, Rudy, quel bel homme, quel bel âtre. Moi j'avais vu en conférence ici, choc total, je crois que je lui avais demandé une fois un truc comme ça, random, et comme je me dis, là mon gars, je vais faire des trous dans le béton, autant demander au gars qui fait le mur des trous dans le béton. Donc me voilà, j'envoie le plan d'exé, tout bien, Rudy Ricciotti par email, et là petit pack, Rudy Ricciotti, il me répond. Voilà, impeccable, donc façon Ricciotti, mon chevalier, mon machin, mon héros, tac. Et en fait, il donne des vrais conseils pour le coulage spécifique qu'on va voir après. Ça, c'est assez intriguant parce que d'un coup, vous dites dans la communauté des architectes, il y a des mecs, c'est des tauliers. Après, on aime, on n'aime pas. Le petit dimanche soir, ils vont vous envoyer un plan d'exé de coulage à côté au stabilo. Ça, c'est quand même pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que dans la même semaine, vous parlez à des gens qui sont des petits marquis locaux, quoi. Pas le nom, quoi, qui est un Massinger, qui vous parle vraiment de manière tout à fait mal polie et inappropriée. Donc il y a ce décalage entre contacter des gens très forts qui vous répondent, et donc voilà, il avait annoté ce principe de coulage. Donc on peut faire son premier bâtiment, tranquillou, bien se dire qu'on va merder, que ça va pas marcher, appeler le chef, et voilà. Ça, c'est quand même des grands moments. Donc après, on a fait nos petits trous avec les maçons, sur la base des précaux de Rudy, à la bien. Alors là, c'est locos de chez locos, parce qu'il n'y a pas les matrices, il n'y a pas le butal. Donc, on s'est dit avec les maçons, regardez-moi ces trois bus, un CSPS se suicide si vous voyez ces colons. Regardez-moi ces petits aciers là, qui attendent juste avec 100 balles dessus là. Ces belles échelles. L'échelle n'est pas un poste de travail, il faut le marquer au compte rendu. Allez, ce petit cheminement à l'escalier, histoire que ça se passe pas là. Donc, comme on fait un petit mur perforé, impeccable. L'entreprise s'appelle Fusil Lambert, c'est une boîte qui est très froide. Le patron a fait une année d'architecture, il a arrêté. Et c'est un très bon maçon. Et donc voilà. Alors juste, et comment on fait bien nos petits trous, quoi. Ça nous a bien occupé. Avec ces trois jolis bus. Et donc on a fait des trous partout. Donc toutes les réservations de réseaux sous-dallage du bâtiment sont faites comme ça. Ça, on testait le phénomène de ségrégation. Les conseils de Ricciotti ont bien servi sur une façon de faire les cheminées de coulage et les aimants de coulage. Et les maçons avaient décidé qu'ils avaient. Donc on affichait tous les mannequins sur la première phase de la branche, et après on affichait en deux temps la branche, comme ça on faisait un coulage continu, mais en deux levées. Et ils avaient testé que ça allait passer, faire attendre le gars à la toupie, le temps de remonter la deuxième branche après la première levée de branche. Donc c'est un coulage continu, mais avec deux levées de branche successives. Tout ça, sans casque. Donc ça s'est passé nickel, voilà, trop bien. Et donc c'est un peu une rencontre entre, voilà, appeler les gens très forts, parce que les vrais gens forts, ils sont polis. Et puis avec des bons maçons bien marrants. Donc le principe aussi, c'est bien beau de se la jouer,
pour que ça se passe bien aussi par plaisir. Donc toute la journée de pose des mannequins pour que ce soit très clair. Donc, un bon gueuleton, histoire qu'on soit content. Et le mur il va marcher. Et après voilà, pour des petites prouesses qu'il faut gérer, c'est des charpentes sans entrée, avec des efforts horizontaux qui sont très puissants. Donc comment est-ce qu'on... C'est pas tout dire à tout le monde, ouais, mon plafond fait une origami, alors c'est quand même bien. Quand tout le monde dit, ah ouais, mais il va falloir mettre des entrées, mais... Donc non, pas d'entrée, des petits trous et tout. Donc on a fait nos petits trous, qui sont au bon endroit. On a mis la belle d'azur. L'étanchéité, les jaunes, comme les murs. 6 ans d'études. Pour en arriver là. Par exemple, les étancheurs qui étaient très bien, ils ont posé les étanchéités dans le sens du regard des gens, d'eux-mêmes. C'est difficilement quitte à faire une belle étanchéité. Donc, suivant les regards, les domaines principaux, elle est posée dans un sens qui fait qu'on n'a pas l'étanchéité. Ça, c'est bien. Et ils n'ont pas fait si on école d'archi. Voilà, donc je suis content. Je fais des petits trous comme on dit. J'ai envoyé au chef, il a dit putain, c'est nickel. Et voilà. Donc on est bien content. Voilà. Un mur en béton brut. Histoire de bien montrer à tout le monde que je suis architecte. Je fais un mur en béton brut. Aucun intérêt dans le projet. En vrai, ça c'est. Il n'y a que la profession qui est fascinée par ça. Je l'ai fait. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. La lanterne magique. Donc ce qui est bien, premier projet qui se passe bien. La petite fête qui arrive tout de suite bien. Tout bien nickel. Ah, le premier projet, et c'est publié dans le moniteur. Et qu'est-ce qui se passe les prix d'architecture? Donc là, la fête de fou. Vous êtes bien content. Et en termes de communication, le pire est toujours à venir. Vraiment, littéralement, ça va se finir avec des nazis. Quoi. Cette histoire, pour de vrai. Donc voilà, les publications. Et à la fin, ce genre de sinistre personnage dans votre histoire. Pourquoi? Je suis là, chez moi, un dimanche soir en France, donc calme. La semaine, tranquille, où je suis passé dans le moniteur, donc je ne vous explique pas, là vous êtes là. Mbappé à côté, il est calme. Donc vous me dites, ok, trop bien. 23h, je reçois des textos. Ouais, ça va, la fame, ça s'arrête pas, quelle semaine de com et tout. Je dis, ouais, c'est la fame. Elle me dit, allume un peu M6, tu vas vite te calmer. J'allume M6. Alors, je ne peux pas récupérer la vidéo, mais non, pourquoi. Donc, moniteur, attention les yeux, soirée néo-nazie à Sucieux, dans la salle de fête. Le club du spectacle. Alors, zone interdite, il se tape 6 mois infiltré dans un groupe de néo-nazis. Les gars, ils louent pas quelle salle, celle-là. En vidéo cachée, mais vraiment, alors la salle, elle n'est pas cachée. Donc, j'ai pas poussé le fils à faire un collage d'un mec qui fait quand même un salut clairien à l'intérieur de la salle. Parce que c'était ça, donc un reportage tout à fait désastreux. J'arrive pas à voir la vidéo parce que la boîte de production s'appelle Tony Tonetti. Et à chaque fois que je demande la vidéo, ils se disent écoute-nous, petit nazi, on va pas te donner du support de propagande. Parce que je suis là, oui, vous avez fait un reportage sur cette défaite avec des nazis, je veux la vidéo. Donc, ça, j'avais trouvé ça affligeant. Mais vraiment, quand même, à la fois super, parce que la question des usages, la question de tout ce que vous voulez, de la com, de la hype, et aussi, genre avec Thomas, ici, la communication des prix, moi je crois beaucoup à ça, dans le sens, les médailles en chocolat, c'est la folie. En fait, c'est dur tout ça, c'est compliqué, c'est chiant. Se taper une publication, un petit prix, c'est les médailles en chocolat, ça fait du bien, c'est simple, c'est valorisant à titre professionnel, peut-être à titre personnel. Donc vous oscillez avec les médailles en chocolat et une bonne communication avec des nazis. Donc ça calme bien, et c'est aussi un bon enseignement sur tout ça, il y a une petite hystérique, et il y a à la fois la communication qui est très léchée, qui est la communication archi, puis après il y a une autre forme de communication qui est un peu étrange, donc là c'était grave de l'étrangeté. De finir comme ça, c'était pas bien brillant, ça a duré quand même longtemps cette histoire. Vous tapez 5 ans à dire ouais, c'est la salle, les nazis, tout. Il y a aussi des trous. Voilà comment on sortait. Donc
voilà le premier projet, qui s'est bien passé, très bien, très difficile. Donc comme tout le monde, je dormais plus la nuit, j'avais peur, j'ai nettoyé la salle tout seul parce que c'était pas froid. Voilà. Et après, le dernier projet, le dernier projet en base, donc c'est un projet perdu. Voilà, c'est important, parce que vraiment, ce métier, c'est la loose. C'est-à-dire qu'il faut quand même être très à l'aise avec la défaite. En gros, vous perdez de manière continue. Votre vie est une vie de défaite. Quand vous candidatez, vous perdez. Vous candidatez, vous perdez. Vous perdez. Vous faites un concours, vous avez une chance sur 3 de perdre. Il y en a qui sont plutôt une chance sur 10, donc voilà. Donc ça, c'est le dernier projet à bas, pour faire l'effort. Et ce qui était intéressant, c'est encore un projet perdu. Une maison funéraire à Verchelles. Par contre, ce qui est bien, c'est que le concours, c'est très bizarre. C'est même absolument idiot. L'idée, c'est que le principe républicain du choix absolument parfait des élus pose l'anonymat. Donc les concours sont anonymes, ce qu'ils le sont vraiment, un peu. Par contre, il y a une énorme réticence à faire des oraux. Donc, en fait, vous ne présentez pas votre truc. Voilà. Alors, quand vous gagnez, bien sûr que le jury est génial. Vous dites, oh, quel jury, quelle carotte. Quand vous perdez, vous dites, voilà, j'ai rien compris. Et ce qui est très bizarre, pour plein de raisons, c'est de plus en plus difficile d'accéder, ne serait-ce qu'au rapport d'analyse de ce que vous avez fait. En gros, vous perdez, donc ça c'est notre quotidien, et en plus, vous ne savez même pas comment. Obtenir un rapport d'analyse de concours, c'est compliqué, pour plein de raisons. Notamment à méditer, plein de maîtres d'ouvrage ne veulent pas les donner parce qu'ils ont peur des architectes. Bizarre. Et là, du coup, ça, c'est le dernier concours perdu, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont décidé de ne pas le donner, ils doivent le donner. Très bien administratif en 2 ans pour un rapport de concours. Par contre, on dit, en fin d'entretien oral, le débrief, c'est très bien. Donc, c'est cool, qui vous commente au blues au téléphone, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, dernier projet, je vais vous faire un commentaire, la maîtrise d'ouvrage, qui est que la dame, on a dit ça. Donc, maison funéraire, c'est quand même un super projet, notamment, je pense, pour les écoles. Donc là, c'est maison funéraire, il n'y a pas de question de crémation, il n'y a pas de funéraire. C'est vraiment une maison funéraire, donc les gens arrivent, ils sont morts. Il n'y a pas de. Il y a des soins pour les défunts, mais il n'y a pas la question de la crémation. C'est quand même super intéressant, je pense, pour les écoles, parce que c'est hyper hybride, c'est-à-dire qu'il y a des parties techniques pour voir les corps, les défunts. Là, c'est très technique, en gros, se gaufrer, quoi. Et il y a des parties qui peuvent être hyper poétiques, sur après la question des salons pour la famille et les salles de cérémonie. Donc, c'est des projets qui me semblent très bien dans un cadre pédagogique, puisqu'ils oscillent entre les deux. Et a priori, pour bien réussir la maison funéraire, il faut discussion entre les deux. Donc, les références croisées, c'est à la fois en Haute-Savoie, à Verchères et à Samoas. On a ce qu'on dit sur la maison funéraire, donc c'est pas des objets religieux, mais la question avec, comment dire, l'horizon métaphysique de la religion de jamais loin, alors l'horizon purement métaphysique de la mort de jamais très loin. Les champs de référence, c'est plutôt la question en fait des lieux qui sont de culte, mais qui sont en fait souvent des lieux de célébration de la mort. Et puis, de manière connexe, une idée comme ça, que c'est des programmes petits, c'est très bizarre, ça peut arriver, il faut quand même faire cohabiter des fois 2 familles qui, on va dire, dans la même périodicité, vont enterrer un de leurs proches. Donc là, c'est quand même usagé à la puissance 150 000, c'est-à-dire ils sont dans un système émotionnel qui est spécifique, et en plus ils peuvent cohabiter avec d'autres familles, ne serait-ce que sur 2 heures, c'est très intriguant quand même, comme on va dire, comme typologie d'usagers. Voilà le site, qui est une clairière qui est déboisée au bord de la route. Ils ont fait un petit cimetière. Donc les projets sont portés par la collectivité et la commune. En gros, la commune paye le cimetière, la collectivité paye la maison funéraire. Donc vous démarrez le concours, le jour où vous faites la visite de site, vous êtes en train de déboiser. Voilà. Super. On se dit, c'est coupé juste là. Ah ouais. Bon bah c'est déboisé. Okay. Le cimetière, ils viennent de passer les marchés pour les travaux. Donc ils vont démarrer la construction du cimetière, donc tout calé, topographie, tout bien. Et donc il faut se mettre juste par là. Il y a une parcelle.
peut s'installer. Donc c'est un peu toujours le débat sur le site en architecture. En vrai, le site, ils arrivent, c'est une plantation d'épicéas louanais des années 80 qui sont en train de tailler un rat, et ils vont faire un cimetière à côté avec un parking dont la topographie est très mal calée. Donc le site, il est comme ça. Et il a vachement de topos qui découvrent un peu des bois. Il y a plus de topos prévus. Donc en gros, il y a à peu près 1,80 m de topos sur les petits équipements, c'est beaucoup quoi. Donc c'est 1,80 m. Donc voilà, donc le projet il s'installe. À distance à peu près maligne, des accès de parking avec des rampes PMR, des escaliers. Un point central, c'est le projet à double accès. Donc, on va dire, il y a les accès famille, les accès professionnels à l'arrière qui sont principalement en fait le coordinat. Et ça permet d'installer une petite plateforme pour travailler à bonne distance. C'est le projet. Donc il y a un volume un peu capable. Un projet qui va être quand même très ramassé. Projet très bizarre de fait. Sur les questions d'énergie et de confort. Rien n'est moins prévisible que la mort, par défaut. Du coup, vous ne savez pas quand les gens sont morts. Donc c'est des équipements qui ont un usage périodique, il y en a plein. Par contre, c'est un usage périodique aléatoire. Complet. Donc c'est un peu étrange, donc en fait, en gros, il faut à peu près sur tout temps chaud, tout temps frais, pour l'accueil à n'importe quel type de moment de famille, voire plus. Et en plus, comme ça ne prévient pas, c'est le principe, il y a tout ce qui va être frigo, comme ça. En fait, c'est des équipements qui tournent en permanence, parce que finalement, l'usage peut se déclencher de manière rapide. Donc ça fait, il faut quand même tenir des volumes assez compacts, avec des petits programmes à l'intérieur, donc il y a 3 types de programmes, qui sont assez différents entre eux, il y a l'espace technique qui sont dédiés aux défunts, aux professionnels qui s'occupent des défunts, les espaces qui sont dédiés uniquement aux familles, qui s'appellent des salons, pour se recueillir avec le corps ou pas, suivant les croyances, les pratiques, les envies, et puis des salles de cérémonie. Voilà. Et donc, petit espace, et effectivement, on peut avoir un peu le truc des barbapapa, plein de raisons. Si le week-end, il y a 2 familles qui célèbrent là, trouver une rotation, mais ils vont être un peu ensemble en même temps, on a perdu. Ce qui est fascinant, c'est des équipements qui sont ouverts 24 heures sur 24, par défaut. C'est-à-dire, quelqu'un, un procédure qui est proche du défunt, vous pouvez y accéder la nuit. C'est comme une cinétique d'un bâtiment qui est hallucinante. C'est-à-dire, il va falloir mettre en lumière le site, pas trop, et pour aller voir, pour se recueillir, n'importe quoi. Donc il y a aussi des usagers comme ça, qui peuvent venir à 4 h du matin. Et tout le projet était basé là-dessus. Donc le commentaire, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait des gens qui viennent à 4 h du matin et qui veulent hurler face à la forêt. Ça, c'est quand même un truc pas banal. Ou est-ce qu'on ne peut pas juste pleurer par terre? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, quand on est là tout seul à 4 h du matin, comment on fait? Donc tous ces usages-là qui sont à l'intérieur, ils sont jobarisés. On développe ça au concours, des notes, des mémoires techniques de fou. Et après, il y a un principe de variation du projet. Suivant des altimétries variées, puisque sur une petite fonction, il y a des altimétries variées assez importantes. Donc sur les petits bâtiments, ça crée quand même des disparités de gabarit très fortes. Donc en transpartie pris, on peut commencer à ciseler, à modeler un bâtiment suivant ces altimétries avec des petites courbes sensuelles sur les toitures. Et il y a une scène de patio, évidemment, pour offrir de l'intimité au salon des familles, en sachant que, effectivement, de par le fait, toutes les questions autour du défunt, il y a des questions de l'élan naturel qui sont intéressantes, qui ne peuvent pas être dites. Et après, système de perforation. Donc, tout le concours était basé sur ça, et dire tous les systèmes d'ouverture sont circulaires, puisque l'idée, c'est que le bâtiment, qui n'est pas une salle des fêtes, mal utilisée pour enterrement, qui n'est pas un édifice religieux, il porte une fonction symbolique, donc il sera quelque part très onirique, donc avec des registres de forme spécifiques. Le bâtiment il est tout vert, le site est vert, un bâtiment vert, avec un petit bois autoclavé qui va avec le bâtiment, ou en option en céramique cuite, fermée, beauté, et une surtoiture technique pour que l'ensemble du bâtiment tourne sur les murs. Donc voilà les commentaires maintenant des élus.
Alors au début, on a trouvé ça, de manière surprenante, on a trouvé ça intéressant. C'est quand même logique avec ça. Voilà, ça nous intriguait, on ne trouvait pas ça, on n'était pas habitués, on trouvait ça bizarre, mais il y avait un côté un peu assez séduisant, dans la cérémonie, avec tout ça, on a compris le concept, comment il s'intègre dans le bâtiment, alors il est tout vert. Bon, vu qu'il est en connexion avec des conifères, des résineux, la question de verre, ça regardera aussi en situation hivernale. Tout le discours sur, comme il est au bord d'un bois, qu'est-ce qui se passe la nuit dans ces bâtiments? Est-ce que c'est pas les animaux qui regardent les gens à l'intérieur, est-ce que c'est pas l'inverse? On est proposé de faire une clairière d'échappée. La nuit, on peut peut-être avoir envie de partir courir entre une clairière, tranquille. Tout ça, c'est tout bien nickel. Alors les coupes, on a bien compris, c'est enlevant, machin. Et là, donc de leur point de vue, ce qui est intéressant, il n'y a pas normal. Les ennuis commencent. Par contre, c'est trop technique, il y a une surtoiture, la surtoiture elle est compliquée, pourquoi est-ce qu'on fait une surtoiture? Ça nous a fait un peu peur, on n'a pas compris. Il n'y a pas d'oral, c'est pas là. C'est des auto-jugements qui se fabriquent avec 2-3 archis aujourd'hui. Donc, on dit c'est trop technique, ça va pas marcher, c'est trop cher. Voilà. La salle de cérémonie, c'est un peu too much. On trouve ça too much. Voilà. Commentaire super intéressant. Sauf que vous l'aurez jamais entendu. C'est ce qu'ils ont estimé. Et vous ne pourrez jamais corriger. Ça trop moche. Les entrées, comment on fait, le prénom, l'intérêt dans le bâtiment, les salles des défunts, les salles des familles qui sont en bicorps, le corps du défunt est à l'intérieur, mais il est toujours séparé par une paroi. Pour plein de raisons, vous pouvez imaginer, il y a des gens qui ne veulent pas voir, d'autres qui veulent voir, et puis c'est pas frontal, donc ces bâtiments ils ont beaucoup de seuil, et ils ont des patios à eux, chaque salle a son patio, pour un espace externe, pour sortir, sur une bonne clope. Des choses comme ça. C'est un territoire qui traite beaucoup la pierre. Il n'y a plus d'usage de la pierre, il n'extrait plus la pierre. Donc nous, on s'était dit, par contre, on mettra une très belle pièce de marbre. Pareil, ouais, non, c'est dommage, le marbre vert. Pour le bois, pour les buts. Voilà. Donc, voilà quand vous finissez un concours des permis. Les commentaires que vous avez, qui me paraissent des très bons commentaires. Et vous avez perdu, vous ne les avez jamais vus, et vous pouvez me parler. Voilà comment ça se passe. C'est dommage. Ils ont fait quelqu'un sur un pertinent. Pour conclure, anecdote là-dessus. Thomas ici présent, il connaît l'anecdote sur les écoles d'archi, je pense sur la question des références et des progrès. On était là, c'est les cours de M. Kézan, Bruno Kézan, enseignant en dernier. Nous projetait quand même ses propres diapos en cours, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que les photos, c'est des photos du bâtiment qu'il a vu. Il a une conférence sur le YouTube de l'ESSAC. Il a 600 vues, je crois que j'en ai vraiment fait 300 sur les 600. Mais super. Donc on est là, Bruno Kézan. Moi vraiment, je viens de la France, ça danse la chenille. Hein. Et il nous dit, il parle de mise en déro. Donc c'est un gars, il écrit rien, il projette des diapos. Donc je suis à côté de Thomas, tout, et j'écris mise en déro, mais moi j'écris Élie Deves, quoi. Parce que je vois des plans comme ça, 3 murs et tout. Donc, puis mon inculture crasse, on me dit que des plans comme ça, c'est féminin. Et je pense que ça match. Je me dis mise en déro, le nom, c'est fou. Je pars sur un délire complet, je vais imaginer une espèce de Coco Chanel allemande, là. Je me dis, aïe, les gars, c'est trop bien. Et vraiment, voilà, arrive le jour où le gros Ludwig débarque à l'écran. Compliqué. Et vous dites, effectivement, la France qui danse la chenille, ne savait pas que M. Mondero était un homme. Et quand vous demandez ça à M. Kézan, il dit qu'effectivement, c'était une novembre.
Donc rien n'est perdu, hein. Je pense qu'on peut commencer l'archi en pensant que maison des roues de femmes, et puis faire un trou dans les murs, ça m'est fait. Voilà, voilà, merci. C'est ça la consigne. Mais on a fait des projets qui ont tous en commun, ce qui est hyper important pour nous, c'est des projets où on a fait un pas de côté. C'est-à-dire que quand on est à l'école, en tout cas c'est le souvenir qu'on en a, c'était il n'y a pas si longtemps, on vous livre un site, un programme, et il y a une forme de feu. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui décidez où on va, comment on y va, ce qu'on a envie de faire. Quand on arrive sur un projet, là il va y avoir des projets publics, particuliers, il y a quelqu'un qui a réfléchi en fait avant vous et qui a déjà une idée de ce qu'il veut. Alors quand c'est un particulier, c'est une idée très précise, trop précise. Quand c'est une collectivité, soit ils ont fait appel à un programmiste, et c'est des gens bien, et quelqu'un y a vraiment réfléchi et a pondu quand même un document qui en général est plutôt de qualité, mais souvent il a un peu dessiné dedans. Soit en l'occurrence on va voir sur un sujet très technique, où finalement c'est très encadré parce que très technique, et la marge de manœuvre elle est faible, parce que l'exercice est extrêmement contraint. Et nous, ce qu'on nous a appris en agence, parce que ça on n'a pas appris à l'école, c'est que le programme, une fois qu'on l'a lu, une fois qu'on le connaît par cœur, une fois qu'on connaît le budget du client, ce qu'il veut, etc., et ben, faut réussir à faire un pas de côté. Et c'est ça qu'on voudrait vous présenter ce soir. Et c'est ce qui est pour nous le plus difficile. Et on a parlé là à l'instant de concours gagnés, concours perdus. Nous, on a perdu des concours, comme tout le monde, beaucoup, comme tout le monde. Mais quand on perd un concours parce qu'on a remis en cause ce qui était la faisabilité de départ ou l'implantation de départ parce qu'on n'y croyait pas, on n'a jamais été déçu d'avoir perdu. Donc pour nous c'est important que ce qu'on rend, c'est ce en quoi on croit, même si on sait qu'on prend des risques, et en ce sens-là on n'est pas forcément les plus stratèges des architectes. C'est pas le premier projet, mais c'est quand même bien dans l'échelle du pur particulier. Donc ce projet-là, il s'appelle 17 mètres carrés, parce que là c'est la surface de ce qui nous est demandé. C'est une extension d'une maison, d'un pavillon, dans un petit hameau. Il est tout seul, ce pavillon, il est dans la pente, et il ressemble à ça. Il ressemble à ça, donc c'est quand même une maison, voilà, il y a un peu de topo, mais il y a un existant qui est dans son jus. C'est hyper difficile l'exercice de l'extension parce que il faut éviter de rajouter une boîte à la boîte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça et qu'on a un maître d'ouvrage? Le maître d'ouvrage qui est en particulier, il a ça c'est sa maison, et ça c'est ce qu'il voit depuis sa maison. Donc déjà, il y a un bon point de départ. Ça, c'est ce qu'il voyait depuis sa maison, parce qu'en fait, l'exercice se complique. Entre-temps, ça, c'est le plan de la maison. Et ben, dans le terrain en dessous, dans lequel il y a eu des vaches pendant 25 ans, et ben, les paysans, ils ont cédé le terrain à leurs enfants, et c'est devenu constructible, c'est des choses qui arrivent, et ils se sont auto-construits des maisons. Donc, ils se sont auto-construits des maisons au ras de la limite, mais vraiment le minimum du minimum. Donc, maintenant, devant les fenêtres, au lieu de voir les vaches, et ben, on voit la magnifique maison du voisin. Sauf qu'en fait, la vue, elle est là, et la vue, elle est pleine ouest. Elle est pleine ouest, on est dans le Puy-de-Dôme, ça ne doit pas échapper. On n'a qu'une montagne, donc c'est facile chez nous. On est plein ouest, et en fait, l'ouest, il est inhabitable aujourd'hui. Cette maison, tous les espaces extérieurs de la maison, ils étaient orientés plein ouest, donc c'est ce qu'on voit sur cette photo-là. Donc derrière le magnifique abrivois, en fait, il tient un terrain, il y a la terrasse principale, sauf qu'aujourd'hui, il fait trop chaud, et on n'est pas plus sur cette terrasse, parce que
c'est plus possible, on a envie d'y aller en hiver. Et la façade sud, qui est la façade que vous avez à droite de la photo, et ben, elle n'est pas accessible parce qu'il y a trop de pentes, et donc la maison elle est fermée sur cette façade-là. Et le sujet, c'est qu'ils ont bien réfléchi, ils ont vraiment bien réfléchi. Ils nous demandent qu'une seule chose, c'est que l'extension, elle soit collée à la maison. Parce que c'est pour faire une chambre d'amis, un atelier pour faire un peu la peinture pour la cliente. Et bon, il fait quand même encore froid l'hiver, donc vraiment, une seule consigne qu'ils nous demandent de respecter, ils sont plutôt flex sur le reste, c'est surtout vous collez l'extension à la maison. Bien évidemment, première chose qu'on fait, on leur dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que si vous collez l'extension à la maison, ce que vous allez voir depuis l'extension, ben, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que le rapport à la chaîne d'aiguille, ben, il va être exactement le même. Vous allez voir les maisons de vos voisins. Donc on avait fait un petit exercice de plan. On a de la chance, on tombe sur des gens qui sont à l'écoute. Alors tout ça bien sûr demande du travail parce que juste faire l'extension qu'ils nous demandent, ça ne prend pas longtemps. Par contre, les convaincre de faire autre chose, ça prend du temps. Donc nous voici partis avec nos codes de vue, une maison, deux maisons, et entre les deux, ben, ce qui reste de la vue de départ, c'est ça. Donc on se dit, ben, on va tout miser là-dessus. Et si on veut aller attraper cette vue-là, on arrive à les convaincre que l'extension, il ne faut pas qu'elle soit collée à la maison, il faut qu'elle vienne chercher ici cette vue-là. Une fois qu'on a dit ça, on leur dit, en fait, votre terrain il est en pente, ce qui serait quand même intéressant, c'est de profiter de ces 17 mètres carrés, c'est pas énorme, pour un peu re-questionner la façon dont la maison s'approprie le terrain et retravailler un petit peu le soutènement de ce terrain-là. Donc la petite difficulté, le PowerPoint est moins didactique que celui d'avant qu'on a tourné. Donc la vue, elle est ici, l'ouest est plein ouest ici. Et donc on a quand même, cette maison elle est faite par un architecte, hein, je précise, il y a quand même une gestion de la pente qui est pas mal du tout. Donc on a ce petit abri-bois là que vous voyez sur la photo, qui tient en fait le soutènement dans la maison, et après on a la pente qui descend. Et on se dit, bon, on va profiter de l'extension pour venir gérer du soutènement, et donc on va le traiter comme un soutènement. On va repartir de ce qu'on a, c'est-à-dire le mur de l'abri-bois. Ce mur, on va le prolonger et on va venir s'implanter là où nous, on a besoin. Là où nous, on a besoin pour venir chercher la vue. Et ça, c'est un peu le point de départ du projet. Et en fait, on arrive à convaincre les gens parce qu'en faisant ça, en créant ce soutènement ici, et ben, toute cette partie-là qui est le sud de la maison, qui aujourd'hui est en pente, peut être mise plein pied et on peut réouvrir la maison sur cette façade sud et lui redonner un espace extérieur parce qu'aujourd'hui, de fait, en termes d'usage, elle n'a plus. Et donc nous voici partis à dessiner 1000 versions de soutènement. Oups. Donc ici, c'est l'abri-bois. On repart de la côte de l'abri-bois et puis on commence à prolonger. La forme, et on arrive, la forme elle n'est pas préconçue. On arrive sur un triangle. En fait, on arrive sur un triangle parce que ce mur-là, il a déjà une forme ici qui existe. Et on vient faire sa symétrie de l'autre côté pour refermer un peu ce petit jardin là en bas. Et puis après, la pente, il faut l'arrêter. Donc en fait, pour l'arrêter, il faut se mettre dans l'autre sens par rapport au corps de niveau. Et ça, plus ça, plus ça, on arrive sur un triangle. Donc là, on est sur la coupe, on voit la façade sud de la maison, et on voit ce qui, pour les voisins, est un blocos, hein, parce que bien sûr, nous, leur maison est trop affreuse, mais eux, le blocos dans le jardin, je pense qu'ils s'en sont toujours parmi. Et puis ce triangle, en fait, on a envie de l'ouvrir que à l'endroit où on a la vue, en fait. Donc, deuxième phase, il faut convaincre le client de ne pas faire fenêtre dans son extension. Enfin, n'en faire qu'une seule, celle qui nous intéresse. Et de venir chercher la lumière différemment. Donc là, on mise tout sur Madame, qui est peintre. Donc on part à fond sur cet usage-là, parce que finalement, c'est elle qui va l'utiliser au quotidien. C'est elle qui va sortir en hiver quand il fait froid. Et la chambre d'amis, c'est quand il y a trop de monde dans la maison et que tous les enfants sont là en même temps, ça fait 3 fois dans l'année. Donc ils tireront à la porte-paille pour savoir qui va dormir dehors à Noël. Et finalement, on arrive à les convaincre que cet éclairage naturel est intéressant et surtout qu'on n'est pas en train de construire une annexe, parce que eux, bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est l'annexe, les volets rouges, le toit en pente de suite. Sauf qu'à partir du moment où on est dans l'écriture du soutènement, on n'est plus du tout là-dedans. Donc là, on voit le mur de la pouvoir qui se prolonge et puis l'entrée de l'atelier avec cette côte là qui règne et qui vient un peu nous dessiner le bâtiment. Et là, c'est ce qui se passe derrière. Et c'est là qu'on a convaincu monsieur, parce qu'il faut convaincre les deux, sinon ça ne marche pas. Et en fait, une fois qu'on a libéré le jardin ici, c'était ouais, c'est quand même sympa. Et puis il y a un des enfants qui a une idée qui dit ah, quand même, ça serait bien de faire une piscine.
Je précise que ça ne vient pas de l'architecte qui a exposé le budget, ça vient des enfants du maître d'ouvrage. Et donc on crée un espace ici extérieur qu'on vient un peu construire avec cette piscine qui vient un petit peu pareil se poser en proue sur le jardin parce que la pente est tellement forte qu'on ne peut pas terrasser tout autour de la piscine pour avoir un truc plat, donc on assume le fait qu'elle est posée dans cette pente qui est redessinée par le mur qu'on a été obligé quand même d'allonger de manière importante, hein, on n'avait pas fait ici, évidemment. Et donc on arrive sur cet espace-là, qui est le nouvel espace extérieur de la maison, et cet espace-là, lui, il est complètement, on peut le penser sur cette photo, hermétique à la vue de départ, qui est celle qu'on cherche, et celle sur Puy-de-Dôme et la chaîne des Puys, qui est plein ouest. Ça, c'est ce qu'on voit depuis le bas du jardin. On voit comment le projet s'est un peu déplié, et la maison se retrouve un peu en arrière-plan. Et ça, c'est l'espace intérieur. Donc, clairement, le puits de lumière qui vient éclairer, donc on est sur un béton bois, qui vient éclairer la table de travail, la table de l'atelier, sur laquelle la dame travaille tous les jours, et qui est donc éclairée par ce puits de lumière. Et finalement, le dessin de ce mur-là, et cette cote-là qui est ici, et ça on ne l'a pas fait exprès, même si aujourd'hui les clients disent que l'architecte avait tout prévu. Autant cette cote-là, elle était donnée par le mur, et c'était un impondérable, il fallait qu'on arrive à glisser le mur sous le toit de l'abri-bois. Je ne vous ai pas que les versions, bien évidemment, on avait dézingué l'abri-bois, ça s'est pas passé, on n'a pas réussi à aller si loin, donc on a fait avec. Cette cote-là, et ben aujourd'hui, quand on est sur la terrasse, ça donne ça. C'est-à-dire qu'en fait, les voisins, on ne les voit plus. Les maisons, elles sont toujours là, hein, bien sûr. Si on se met sur la pointe du pied, on voit le fêtage de la maison en tuile en dessous. Mais quand on est assis sur sa terrasse, et ben, on est à nouveau pleine balle sur la chaîne des Puys. Et c'est pile la cote qu'on a quand on est assis. Et on l'a fait exprès. Mais ça marche pas mal. Et ce projet-là, de 17 mètres carrés, c'était pour parler un peu de cette question, et ça ne marche pas toujours, hein, je ne vais pas dire tout le contraire de ce qui a été dit avant, mais quand on arrive à emmener quelqu'un vraiment d'un point A à un point B et qui nous suit, et il y a des hauts débats, le chantier c'est compliqué, il y a des questions de budget, il y a des questions de réalisation, il faut embarquer un maçon à faire du béton vu, on n'aime pas les trop blanches. Donc on calpine tout, pas qu'il y ait trop de branches, ces petits maçons du coin. Et ben quand on arrive à la fin et qu'en fait à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, personne ne rentre dans l'atelier. C'est un lieu privé en fait, c'est un lieu privé qui sert à la famille. Par contre la terrasse, c'est le nouveau lieu de vie de la maison. Et ça ne fait pas partie du projet de départ. Et en fait ils sont très contents pour ça. Et ces petits moments-là, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est magique. Donc avec 17 mètres carrés, on peut, sans toucher la maison existante, elle est toujours ce qu'elle est. Elle n'est pas questionnée. Par contre, la façon dont on y vit, elle a pas mal évolué. Et pour ça, on est assez content. Donc voilà pour les particuliers. Si on passe aux particuliers en groupe, donc à la petite commune, donc là on n'est pas loin d'Ambrison, dans la Loire. C'est pour le coup le premier projet public qu'on a gagné. Donc on est en MAPA. Donc, comme ce qui vous a été dit avant, la MAPA, c'est un exercice un peu particulier parce qu'on a un programme. En tout cas, il y a une étude qui avait été réalisée sur ce petit village de 1500 personnes, qui avait été réalisée par les Andins. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un collectif qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ils existent toujours, mais plus comme les Andins. Qui est très intéressant. Ils font un peu ce que font d'autres agences aujourd'hui. Ils vont dans le village et puis ils font une petite étude urbaine de ce qui est en place et ils réouvrent un petit peu le regard des élus sur qu'est-ce qu'ils ont dans leur commune, quelles sont les qualités du bâti qui est là, du tissu qui est là, et puis un espèce de mini plan guide à l'échelle de la commune en disant voilà, là c'est le premier jalon, c'est le premier équipement, mais après il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre, et c'est dans une certaine logique. Donc on nous livre cette étude qui est plutôt super. Il y a une visite de site, et puis après il y a une note d'intention du projet, mais sans projet. C'est toute la difficulté de l'exercice. Et puis un oral, puisque par contre l'avantage quand on est en MAPA par rapport au concours, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat, donc il y a un oral sur la proposition. Et donc on est dans ce contexte très très rural. Ici c'est la mairie. Et puis ici c'est le centre-bourg qui ressemble à ça. Le bâtiment qui est l'objet du concours, c'est ce bâtiment-là. C'est le seul commerce du village. C'est le dépôt de tabac, c'est là qu'on va prendre ses bouteilles de gaz, c'est là qu'on va discuter d'une petite terrasse en été.
et juste en face, il y a l'école. Donc c'est vraiment, et là, à côté sur la photo, il y a l'église. Donc il y a la mairie, l'église, l'école et le tabac dans 20 mètres carrés. Et donc, ils veulent, dans leur plan guide, se dire, voilà, cet équipement, on va l'étendre et puis on va faire la petite salle des fêtes, indispensable pour les... Je ne sais pas s'il y a des nazis à Saint-Georges-de-Ville, mais en tout cas, il y a des gens qui ont besoin de faire des fêtes. Et on va faire ce petit équipement-là, et sur leur plan guide, ils l'ont dessiné comme ça. Voilà, on vient refermer là, on fait une grande place ici, en lien avec la mairie qui est juste là. Et puis dans un deuxième temps, il y aura un deuxième équipement qui va venir s'implanter ici, mais ça ne fait pas partie de du projet pour lequel ils ont lancé une MAPA. Et donc la MAPA, on n'a pas trop le droit de dessiner, mais quand même, dans leur programme, quelqu'un avait dessiné, quelqu'un avait commencé à implanter, à dire qu'il faudrait que ce soit comme ça, que l'entrée soit ici, que bon, tout est quand même pas mal réfléchi, plutôt bien réfléchi d'ailleurs. Mais on n'a pas le droit de dessiner, mais on a quand même le droit de faire un schéma. Donc ça, c'est leur plan de départ. On est juste redessiné, donc en l'occurrence par Link, l'architecte. Si vous ne les connaissez pas, il dessine extrêmement bien, c'est eux qui ont dessiné. Et puis il y a tout ce petit jeu de placettes qui est derrière. Et on se dit quand même, venir dessiner là un front bâti avec un avant, un arrière, ça ne me semble pas vraiment intéressant à l'échelle de ce tout petit morceau de village. C'est quand même plus intéressant, en respectant la forme humaine qui est demandée, de venir créer quelque chose qui fait sentir que demain, en fait, il y a un cheminement qui, à terme, dans leur plan guide est prévu, qui permet d'aller du nord au sud. Et en fait, ils ont réinvesti pour ne pas laisser mourir toutes ces petites maisons centre-bourg. Il y en a une, ça va être une petite salle commune pour aller jouer aux cartes. Il y en a une, c'est une petite maison de santé. Donc ils ont, la mairie a progressivement réinvesti toutes les petites dents creuses et tous les rez-de-chaussée. Donc l'idée, c'est que peut-être un jour à terme, il y a un mini réseau de mini placettes et espaces publics qui se crée. Et donc il faut que l'équipement soit perméable à cette figure-là et pas qu'il vienne... Pas que la figure vienne s'arrêter sur lui, mais que ce fameux parvis, à travers l'équipement, il vienne mettre ces deux figures-là en relation. Et c'est un petit peu ce qu'on leur dit dans nos intentions de projet, parce que finalement, on n'a pas trop le droit d'aller plus loin que ça au stade du MAPA. On leur dit voilà, on a bien lu, on a bien compris les enjeux, nous on pense que c'est important, quoi, qu'il faut que le bâtiment qu'on vous dessine, il n'ait pas un avant et un arrière, ce soit un bâtiment qui fasse le lien entre ces espaces publics-là, et puis on a... des particuliers qui, à l'échelle de leur commune, disent oui, quand même, c'est vrai, avoir une petite place derrière qu'on ne maîtrise pas, où il se passe des choses, le barbecue qui part en vrille, ça leur était arrivé, qui fait brûler la moitié du bâtiment. Donc c'est bien, comme ça, on a un petit contrôle visuel sur ce qui se passe aussi, donc avec des arguments qui sont clairement pas les nôtres. En tout cas, c'est la façon dont ils se réapproprient ce qu'on leur dit. Ils se disent, ben, feu. Donc on gagne la MAPA sans avoir dessiné, et puis après, en fait, ils nous font confiance, on part de zéro. Donc on devient un peu leur AMO. Il faut savoir que, particulier aux petites communes, on a plein de casquettes. Donc il y a énormément de pédagogie. Après, nous, c'est ce qu'on aime aussi, mais c'est extrêmement chronophage. Et donc voilà ce qu'on leur propose. Le commerce, c'est un chantier aujourd'hui, donc je vais vous montrer 2-3 photos de chantier. Ça a mis beaucoup de temps parce que problème de finances sur la commune. Donc d'un seul coup, il n'y a plus de budget. Tout le monde écoute les infos. Donc l'explosion du gaz sur une commune comme ça fait que le projet s'arrête 1 an et demi. Donc voilà, il faut le savoir aussi. Pas que les élections municipales qui mettent fin à un projet. Pas de budget voté, ça va être aussi une vraie partie de plaisir l'année prochaine. Donc on a toutes les infos. Donc là, en gros, on leur avait dessiné un bâtiment. Le commerce reste le commerce. Ils ont une petite commerçante qui fait tout, qui est donc ce bâtiment-là. On enlève les fenêtres qui ne servent à rien, on enlève les pubs qui ne servent à rien. Et puis, on vient leur donner un toit et une forme d'esplanade un petit peu protégée sur cet espace public. Donc ça, il faut les convaincre aussi, parce qu'en fait, ils n'ont pas énormément de place. Eux, ils imaginaient une super grande place du village, et puis on a dit, ah non, quand même, on va en couvrir une partie. On va faire un petit peu une galerie. C'est plein sud, encore une fois. Donc, comme je disais aux réponses aux questions, moi, j'ai un associé barcelonais. Donc, nous, on fait des débords de toit au sud, mais on se fâche avec tous les thermiciens, parce que soi-disant, c'est pas ce qu'il faut faire, mais on continue de faire des débords de toit au sud. Et puis, on fait cet espace central au milieu. Alors, j'avance un peu. Voilà le plan. Donc, à droite, vous avez le commerce existant, qu'on vient retraverser dans sa longueur pour retrouver une porosité dans ce sens-là. Et puis, le bâtiment, en fait, il s'arrête. À un moment, c'est plus qu'un toit.
C'est plus qu'un toit qui fait le lien entre l'extension, qui va être la cuisine en fait, c'est la cuisine de cette petite auberge, salle des fêtes. Et derrière, ils veulent 4 logements. 4 logements, ils n'ont pas de bailleur, ils n'ont pas de programme, c'est eux qui vont les louer directement à la mairie. Et puis on est quand même sur un arrière, toutes ces maisons-là ici, elles sont, c'est l'arrière des maisons. Donc elles ont été construites les unes après les autres de manière un peu décousue. Et donc on vient recréer avec les logements, on vient s'adosser et reconfigurer aussi cet espace public, parce qu'on leur a vendu que ça allait être super, ces petits enchaînements de place, mais on peut les dessiner. Donc on leur propose de reconfigurer cette partie-là, qui ne fait pas partie initialement du projet. Et donc on a, nous, dans notre marché, cet équipement-là, l'espace public devant et les logements, qui ça faisait partie du programme, mais en plus, on a le deuxième espace public qui est derrière. Voilà la coupe, donc avec le bâtiment de logement qui est un R+1, qui vient gérer le contact avec les maisons, le petit espace qui est derrière, et puis l'espace traversant. L'espace traversant qui fait le lien entre ce que eux appellent l'esplanade, ce que nous on appelle la placette, et puis le petit espace qui est derrière, voilà l'espace central. Donc en fait on est sur une charpente avec des entrées. On n'a pas réussi en tout cas à s'affranchir de ça. J'ai quand même oublié de préciser que la percée dans l'autre sens, c'est parce qu'ils ils ont des vues incroyables de toutes parts. En fait, ils sont juchés sur une petite colline, et donc en fait, où qu'on regarde, c'est des ballons et des taches à perte de vue. Donc c'est assez chouette. Et là, on voit sur la maquette la différence entre le plan masse, parce que finalement, le plan masse, on l'a assez peu réinterrogé, mais c'est en coupe qu'on a vraiment changé un peu la donne, en se disant, voilà, cet espace-là, volontairement, en maquette, on l'avait même pas construit, mais cet espace-là, c'est un vide. Et puis, on a mis tout l'argent dans les maisons qui s'ouvrent intégralement sur cet espace-là, pour qu'ils puissent le vivre de manière ouverte et comme un porche couvert, et on en est là. C'est-à-dire qu'on a démoli la moitié de l'existant. Et ça, c'est les trous qui restent. C'est le commerce sur lequel on vient s'implanter. Et là, on a fini de sortir de terre le petit bâtiment de logement. Et ça, c'est ce qu'on voit par les fenêtres, les petits bâtiments de logement. Et il n'est pas encore mûri, parce qu'on a pris 2 ans d'arrêt dans la vue. Voilà pour ça. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, je vous ai dit qu'on touchait à des sujets très différents, mais que là pour le coup j'ai respecté la consigne, c'est le dernier projet de l'agence. Et c'est un concours qu'on a gagné. Et on l'a encore montré à personne, donc voilà, j'ai appris ce soir. Et ce concours, c'est le concours d'un ouvrage, on ne sait même pas comment le qualifier, c'est une tour radar météorologique. On parlait tout à l'heure de l'accès à la commande. Alors, pour faire une tour radar, il faut déjà avoir fait une tour radar. C'est un concours, donc il demande, comme dans tous les règlements de concours, 3 références de tours radar demande 3 ans. Des tours radar météorologiques en France, il ne s'en est pas construit depuis 25 ans. Mais il faut savoir que les règlements de concours, maintenant, c'est européen. Donc le coût des 3 dernières références, en fait, c'est copier-coller, c'est des textes qui sont faits comme ça, et donc le texte était fait comme ça. Donc en face de nous, on avait quand même quelqu'un qui avait fait une tour radar, qui est Barthélémy Grignot, qui est une agence parisienne, qui a fait la tour radar du plateau de Saclay. Je vous la montre après. Donc on savait qu'on l'aurait en face de nous, puisque c'est la seule agence française à avoir une référence en radar depuis 25 ans. Donc c'était sûr qu'il allait être retenu. Et puis on a des grenoblois qui s'appellent Collection, vous connaissez peut-être. Et nous, on part avec RCR, on leur propose. Parce qu'ils en ont déjà fait plusieurs, donc c'est un peu le côté je rentre en boîte, comme tu disais tout à l'heure, avec celui qui est déjà rentré en boîte. Et parce qu'on sait que même quand on a le Pritzker Prize, des petits sujets comme ça, et les connaissant bien, on savait que ça les intéresserait, donc ils nous disent feu. Feu, on n'a pas le temps, mais vous allez le faire vous, donc feu. Donc nous voici partis sur une tour radar. Alors là, en termes de plan de situation, on est encore plus perdu que les 2 premiers, c'est au fin fond de la Loire, c'est à Sambadel, et donc il y a déjà une tour radar qui existe à cet endroit-là, puisqu'on n'en construit pas des nouvelles, on est déjà équipé. Par contre, elle est trop petite, parce qu'elle est au milieu d'une forêt, et elle fait 25 mètres aujourd'hui, donc une tour radar, ça ressemble à ça, donc c'est à mi-chemin entre le Cornet de Glace et le château d'eau. Et donc cette tour, elle est trop petite, même s'ils lui ont fait un magnifique boulevard au milieu de la forêt, elle est trop petite.
Donc il faut la surélever, il faut la faire 2 fois plus haute. Donc il faut faire, l'intitulé du concours, c'est une tour en béton de 50 mètres de haut destinée à accueillir le radome, et qui est la boule du radar, dont les dimensions, bien évidemment, sont normales. Ça, c'est ce qu'on ressent en termes de programme. C'est important parce qu'en fait, là, c'était quand même le top du top. On a eu des programmes de particuliers, vous avez déjà tout dessiné, leur maison était déjà dessinée sur le papier. On a eu des programmes extrêmement détaillés de la part de maîtrise d'ouvrage public. Mais là, on a encore franchi un stade, c'est-à-dire que la tour est dessinée dans le programme. Elle est dessinée par l'ingénieur structure. Donc, en termes de charge, en termes de dimension, en fait, le programme il se résume à un escalier et un ascenseur pour accéder au radar, une salle technique, la salle du radar et la salle technique sous le radar. Et puis la salle technique, elle est déjà dessinée, donc pour faire la coupe, ça va vite. On l'a. Et puis nous, tout radar, on n'a jamais fait. Donc, et très vite, c'est un exercice qui titille un peu les travers que je pense qu'on a tous. C'est de dire, ça reste un objet, donc on va faire un objet. On s'est dit, nous, surtout, on ne peut pas faire un objet. Mais on s'est dit, comment on fait les autres pour faire un objet? Et donc, on est allé voir, l'ANC avait publié le concours de la tour radar de Saclay, qui a donc gagné Barthélémy Grignot. C'est l'image de droite, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer, parce qu'elle était plutôt très, très publiée. Donc, le projet est super. Et puis, quand on voit ce qu'ils avaient en face, on se dit, bon, là, même sans avoir les explications du jury, ouais, on est plutôt d'accord, c'est plutôt bien la proposition qui a gagné. Parce qu'en fait, c'est très très difficile quand on a une boule qui fait 12 mètres de diamètre, de ne pas faire une Coupe du Monde ou un cornet de glace. En vrai, c'est vraiment difficile. Là, à gauche, vous avez plein de gens très très connus, hein, dont Stark et autres. Et puis, ce qu'il avait fait, Grignot, c'était quand même très malin. Et c'est un peu le danger d'aller voir ce qu'ont fait les autres avant, surtout sur des exercices aussi contraints. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, je ne vais pas subir le diamètre, je vais être plus large que le diamètre. Et du coup, il y a une espèce de tour de Pise. Alors, c'est en béton, hein, c'est du béton préfabriqué. Et les photos sont très belles et sont un petit peu trompeuses, comme sont les photos. C'est qu'en fait, il y a quand même un ascenseur et un escalier qui montent jusqu'à la salle qui est ici, qui est dessous. Et en fait, cet ascenseur et cet escalier, ils vont un peu contre l'idée de projet qui est la transparence à travers le fût qui tient le radome. Quand même, on trouve ça malin dans ce qu'ils ont fait. On se dit, waouh, ils sont en face de nous, ça va pas être facile. Et puis pour eux, ça va pas être facile de faire autre chose que ça quand on a réussi juste une fois. Sauf qu'en fait, on regarde un petit peu, chose qu'on ne faisait pas avant, mais maintenant on regarde, cette tour-là, elle vaut très exactement le double du budget qu'on a, nous, pour faire celle de 100 baleines. Le double. Donc nous, on est sur un projet à 2,5 millions d'euros, celle-ci en vaut 5, chiffre officiel de publication. Donc en fait, on a regardé, et on s'est dit assez rapidement, on va pousser l'exercice au maximum, on va faire le strict minimum. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui fonctionne, qui soit visible à 360 degrés, c'est quand même l'exercice. Pour le coup, qu'on puisse prendre la photo de n'importe où et que ça fonctionne. Et qui soit un pur exercice de structure et de dessiner et de tendre la proportion de ces structures pour faire un objet un peu atemporel, comme s'il avait un peu toujours été là, à mi-chemin entre le château d'eau et le micro. Et surtout qu'il trouve un élancement, parce que ce qui est très difficile, c'est que quand on vient absorber le fût ici, la boule dans le fût, forcément, le fût fait 12 mètres de diamètre. Et 12 mètres de diamètre sur 50 mètres de haut, RCR, ils nous disent, c'est pas une belle proportion. Et la proportion, c'est la base. Et donc, on arrive à cette forme-là. On arrive à cette forme-là, qui est en fait une réinterprétation des éléments qu'on a. C'est-à-dire, on a un escalier, on a un ascenseur, et on veut que d'où qu'on soit dans le projet, on voit à travers. Donc, il faut les séparer l'un de l'autre. Et en fait, on part sur cette idée-là d'avoir juste 2 pieds de béton dessinés, qui ont une géométrie, et qui viennent tenir les salles qui sont au-dessus. Et les salles qui sont au-dessus, on a largement la place de faire les 2 salles sur un seul et même niveau. Mais en fait, ça donne, encore une fois, en gros, ça fait une tige avec une patate au-dessus. Et donc, on se dit, il faut qu'on arrive à affiner cette tige
Et on propose de faire les salles sur 2 niveaux, donc l'une sous l'autre. Le fait de faire les salles sur 2 niveaux, ça fait que la proportion de ce qu'on tient et la proportion de ce qui le soutient se rejoignent. Et donc on est sur un seul et même élément élancé et pas sur vraiment une tige avec une plateforme dessus. Donc on part sur cette idée-là et on se dit, on joue la carte à fond de l'exercice de minimalisme avec un peu de formalisme. On va pas se mentir. Je parlais de Louis Kahn tout à l'heure. On a regardé tous ces escaliers. Et voilà. Vous allez penser qu'on a une manie avec le triangle, mais c'est juste une coïncidence ce soir. Et à l'arrivée, voilà ce qu'on a proposé. Donc les 2 salles se détachent ici de la route du radar qui elle est immuable. Et on a les 2 piles on ne perçoit pas trop sur cette image, qui ont un peu cette forme triangulaire et qui permet, où qu'on soit, de considérer l'objet de la même manière. On est passé par des phases un peu plus formalistes. On a eu des débats au sein de l'agence. Certains vont dire qu'on ne va pas dessiner un château d'eau, mais en fait, on a essayé de faire un petit pas de côté, de s'affranchir de ce qu'on nous avait transmis dans le programme, mais de ne pas tomber non plus dans l'objet d'art, parce que on parlait des honoraires tout à l'heure. Là, pour calculer les honoraires sur un ouvrage comme ça, c'est pas un ouvrage technique, c'est pas un ouvrage d'art, c'est pas un bâtiment, donc on ne sait pas combien ça coûte. Enfin, on ne sait pas à combien on doit répondre. Donc il est un peu inqualifiable et on s'est dit on va jouer cette carte-là du bâtiment un peu inclassable. Voilà. Et celui-ci c'est le dernier et on a juste après qu'on allait gagner. Voilà. Finir sur ça. Et on n'a pas eu le retour du jury. Là, si, on sait quand même qu'on n'était pas forcément les mieux placés au départ. On n'a pas vu les propositions des autres. Ça aussi, c'est frustrant. Mais après, ça se demande. En fait, déjà, nous, avec Collection, on a échangé, on s'est envoyé nos panneaux. En fait, après, je ne vais pas revenir sur le fait de collaborer, d'échanger entre architectes. Ça, je ne vais pas être trop utopiste. Mais nous, en général, quand on demande, ils nous les envoient. Et inversement. On n'a pas encore eu celle de Grigno. C'est toujours un peu plus difficile à demander quand on a gagné aux autres qui ont perdu que l'inverse. En général, on demande aux autres quand on a perdu, c'est plus facile. Mais on sait qu'en l'occurrence, là, il y avait une stratégie de concours. On n'est pas toujours stratège, comme je disais tout à l'heure, mais là, on était stratégique. On savait qu'on n'avait clairement pas le budget pour habiller ce qui était l'essentiel. Donc, on n'a fait que avec ce qu'on avait qui était l'essentiel. Et on sait, dans les peu de retours qu'on a eus, que l'autre proposition qui a été, entre guillemets, finaliste, ils ont contre-chiffré les propositions. Il faut savoir, ça, ils le font, des fois en concours, quand ils ont le temps. Et donc, ils ont pris un économiste et ils ont contre-chiffré les chiffrages qu'on leur avait présentés. Et il est apparu que, en fait, le prix qu'ils avaient mis en face, c'était le prix de ce qu'il y avait dans le programme, c'est-à-dire un ascenseur, un escalier, une salle technique et une boule, et il n'y avait pas d'argent pour faire plus. Et en partie, c'est ce qu'ils nous avaient donné. Je vous remercie.